Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Exactement, 16h34 et des poussières. Avec nous, professeur Worom Chantal, professeur en sciences politiques de l'École des hautes études publiques à l'Université de Moncton, également spécialiste des questions chinoises. Bon après-midi, professeur Chantal. Bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Merci de l'invitation. Oui, ça va toujours bien et vous-même? Ah ben oui, ça va très bien chez nous ici. Il fait un beau temps. Oui, voilà. Voilà, on est très content. Alors, professeur, je fais appel à votre spécialité qui est la question chinoise. Ces jours-ci et depuis un petit bout de temps, le Canada a des problèmes avec la Chine et on a beaucoup parlé de possibilités d'invasion dans notre démocratie de la Chine, n'est-ce pas? On parle de ces postes de police chinois et récemment, on a fait valoir la possibilité qu'un diplomate chinois ait pu s'immiscer dans les affaires canadiennes jusqu'à faire pression sur un représentant de la Chambre des communes et sa famille vivant à Hong Kong, n'est-ce pas? Alors donc, ce diplomate-là a reçu l'ordre de quitter le Canada. Il a été expulsé, déclaré persona non grata, et peut-être qu'on veut encore aller plus loin. Professeur, il faut s'attendre dans des circonstances comme ça à des rébuffades de la part de la Chine, parce que la Chine ne va pas recevoir des coups sans réagir. Vous avez tout à fait raison. Il n'est pas dans les habitudes de la Chine que de perdre la face, même si c'est un régime autoritaire qui, par définition, exerce un contrôle beaucoup plus fort sur sa population, et même s'il n'existe pas en Chine, comme c'est le cas dans la plupart des sociétés démocratiques occidentales, des lobbies puissants qui pourraient exercer une influence sur la conduite du régime en matière de politique étrangère. La Chine cherche toujours à projeter l'image d'un pays fort. En ce sens-là, toute mesure, vous avez tout à fait raison de le mentionner, de représailles de la part du Canada entraînerait presque à coup sûr des représailles de la part de la Chine, et il est important de souligner qu'avec la Chine en général, c'est plutôt 2 yeux pour un œil et 10 dents pour une dent, quand vous leur en arrachez une, par exemple. Ouais, alors c'est des circonstances lorsqu'on les analyse, on se dit aussi d'un autre côté, même si on sait que la bataille entre guillemets sera inégale par rapport à tous ces coups qui vont se donner, mais on se doit d'agir d'une certaine manière si ce qui est relaté par des enquêtes policières s'avère exact. Surtout lorsqu'on dit qu'un gouvernement étranger exercerait un contrôle, une pression sur des citoyens canadiens, il y a un véritable problème pour la démocratie. Vous avez tout à fait raison. Ce serait, si c'est avéré, ce serait un acte répréhensible, inacceptable du point de vue
du fonctionnement d'une démocratie comme celle canadienne. Et les informations sont, selon ce qu'on a pu apprendre de la part des autorités canadiennes, disponibles depuis environ 2 ans. Ceci étant dit, en général, dans les relations entre deux pays, quand ces relations ne sont pas mauvaises, il y a toujours un moyen de résoudre ces problèmes sans qu'ils ne soient exposés comme ça en public, et ça permet au pays qui est incriminé de ne pas perdre la face. Mais on sait, vous avez mentionné, vous avez dressé une liste qui n'est pas exhaustive, mais très très longue, des problèmes ayant au cours des dernières années affecté les relations bilatérales entre les deux pays. Ça explique que le problème a été exposé au grand jour comme cela. Qu'est-ce qui aurait pu être fait pour éviter cette escalade, ce nouvel épisode, par exemple? Le Canada aurait pu convoquer l'ambassadeur chinois à Ottawa et lui faire part des informations que le gouvernement canadien a à ses dispositions, et donc lui demander que la Chine rappelle son ambassadeur, car on lui reproche des choses qui sont répréhensibles. À partir de ce moment, ça aurait pu se passer ainsi. Je ne sais pas si Mme Joly l'a fait, mais ce qu'on a vu, c'est que le Canada a décidé d'expulser un consul chinois, M. Zhao Wei, et en réponse, la Chine a expulsé une consul canadienne à Shanghai. Le Canada menace de prendre des décisions, mais la question qu'on doit se poser, est-ce qu'il serait dans l'intérêt national du Canada d'aller de l'avant en raison de tout ce que vous avez décrit en introduction, et sachant enfin que le Canada, la Chine, c'est quand même la deuxième économie au monde, avec une population d'1,4 milliard d'habitants, membre également membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, avec un pays qui joue aussi de relations privilégiées avec beaucoup plus de pays dans le monde que les États-Unis eux-mêmes. Donc tout ça à un moment où le Canada cherche à se positionner sur la scène internationale. Là, il aura à faire face à la Chine. On sait que le gouvernement est sous pression, en particulier de la part des partis d'opposition. Et aujourd'hui, la question chinoise rapporte des gains. En même temps, le gouvernement doit vraiment envisager ces mesures avec doigté et ne pas définir l'intérêt national canadien de façon étroite. Oui, et tout ça arrive aussi pendant que la Chine ne cache pas ses prétentions à devenir la première puissance, la première économie, si ce n'est la première puissance, tout secteur confondu, n'est-ce pas, au monde. Et il y a un programme qui est mis de l'avant. Et si le contrôle de ces pays occidentaux faisait partie de ce programme à long terme pour permettre à la Chine de prendre le contrôle du monde sans même bouger le petit doigt, parce que ce qui arrive ici au Canada a cours également dans plusieurs autres pays, les États-Unis, les postes de police en Europe existent également. Mais vous décrivez effectivement bien, je crois, les ambitions chinoises. C'est un pays qui déploie une stratégie qui est différente de celle au pluriel auquel nous sommes habitués depuis quelques décennies, parce que au cours des 5 derniers siècles, c'était essentiellement des puissances occidentales, européennes dans un premier temps, nord-américaines, en particulier américaines dans un second temps, qui ont dominé le monde. Ce sont des pays, puissances qui appartiennent en général à la même civilisation occidentale et qui ont usé de stratégies que nous connaissons bien au cours des dernières années. On a beaucoup parlé du hard power et du soft power, en particulier du soft power dans le cas américain, c'est-à-dire l'attraction, l'attrait qu'exerce sa culture, son régime politique, qu'exerce également ses principales institutions,
universitaire, Hollywood, son basketball, etc., etc. La Chine procède différemment, essaye de pratiquer une stratégie qui s'inspire de son stratège vénéré Sun Tzu, auteur de l'art de la guerre. C'est une stratégie qu'on peut qualifier de sharp power, c'est-à-dire une stratégie qui vise à permettre à la Chine de s'infiltrer dans les sociétés occidentales qui lui sont hostiles. D'où, par exemple, les tentatives d'intimidation contre le député conservateur Michael Chong, et d'où également les tentatives de la Chine d'utiliser des membres de sa diaspora qui sont dispersés un peu partout aux États-Unis et en Europe afin de contrer certains projets, certaines actions que Pékin perçoit comme étant hostiles à la Chine. À partir de ce moment, on est quasiment, il faut le dire, dans un choc entre deux grandes civilisations, celle occidentale. Je sais que je prends beaucoup de raccourcis en résumant, synthétisant l'Occident dans une seule civilisation. Il y a des différences très, très essentielles, mais prenons-le comme ça. Donc, d'un côté, vous avez la Chine qui est la plus longue civilisation ininterrompue qui remonte à environ 5000 ans, par exemple. La Chine est installée à l'intérieur de ses frontières depuis au moins les mêmes frontières que nous connaissons aujourd'hui, depuis au minimum 2000 ans. C'est un pays qui a ses habitudes, qui parle une langue différente, et à partir de ce moment, il est difficile pour des pays comme les États-Unis, le Canada, de le changer de la même façon qu'on peut difficilement espérer que la Chine changerait les États-Unis, même si les États-Unis n'existent que depuis moins, par exemple, de 300 ans. Quand vous faites la comparaison avec la Chine, vous voyez vraiment toutes les difficultés que l'Occident aurait quant à modifier radicalement le comportement de la Chine. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qui, des deux civilisations, doit courber les Chines? Est-ce qu'il est question de courber les Chines ou est-ce qu'il est question d'utiliser les paramètres connus de la diplomatie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce que le Canada aurait pu faire plutôt que d'asséner un uppercut public à la Chine, c'est de définir la chose, à moins qu'on fasse référence à l'autre situation pour le gouvernement ou pour Justin Trudeau lui-même personnellement, qui est un Trudeau et dont la fondation portant le nom de son père a connu des largesses de la part des Chinois encore. Oui, écoutez, Jean-Ernest, vous avez posé, à mon avis, et souligner cette question que vous venez de poser, la question essentielle, qui va être au cœur de ce siècle du nouveau millénaire, puisque la Chine va rester sur la scène internationale, peu importe ce qui arrive sous la présidence de Xi Jinping. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est vrai que l'idée d'un choc des civilisations a beaucoup dominé les débats dans les cercles stratégiques en Occident depuis la publication, notamment dans les années 90, du livre de l'éminent professeur américain Samuel Huntington. Ceci étant dit, il y a aussi possibilité d'un dialogue constructif entre les différentes civilisations. Et des auteurs occidentaux se sont lancés depuis la publication de ce livre à une étude pour démontrer comment les civilisations sont au contraire entrées en dialogue les unes avec les autres. Monsieur Obama, quand il était président, il a prononcé le discours du Caire, par exemple, où il a vanté les contributions de la civilisation musulmane à l'Occident. Et en 2011, avec le professeur de l'Université de Montréal, Mamoudou Gazebo, j'ai publié un livre auprès de l'Université de Montréal où nous avons souligné comment la Chine a jeté les principaux jalons sans lesquels, j'insiste, la modernité occidentale n'aurait pas été possible. Et ce que je viens de vous dire, c'est une citation, Jean-Ernest, de Francis Bacon, l'éminent philosophe anglais. Donc, à partir de ce moment, je crois que l'Occident, et ça, il ne pourra pas ne pas le faire,
doit admettre la réalité, la difficulté, l'impossibilité de changer la Chine qui ne va pas s'occidentaliser et donc la possibilité, la nécessité de favoriser ce dialogue constructif avec la Chine. À partir de ce moment, je pense que ce sera beaucoup plus détendu entre les deux pays, entre les différents pays, la Chine et ceux occidentaux, et ce serait tant mieux pour le monde. Et enfin, si tu me permets, Jean-Ernest, je te tutoie puisqu'on se connaît, on collabore ensemble. Et ce qu'on doit remarquer aussi, en général, on présente la Chine comme étant un pays dogmatique. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, c'est l'inverse. La Chine aujourd'hui est un pays, est un régime marxiste-léniniste. D'où vient cette idéologie? Cette idéologie, la Chine l'a empruntée à l'Occident. La Chine est aussi un pays qui pratique une économie capitaliste, même si c'est un capitalisme d'État. La Chine a compris la nécessité, donc, de s'inspirer. Et excusez-moi, professeur, c'est justement ce que j'allais dire lorsque tu as dit que la Chine, l'Occident ne changera pas la Chine. Est-ce qu'il faudrait pas ajouter du même souffle, la Chine a compris que il fallait changer certaines pratiques, entre autres cette économie qui est une économie à double vitesse, si on peut le dire de cette manière, et vite, n'est-ce pas, pour s'adapter à une réalité implacable, la force du capitalisme, justement. C'est le pragmatisme chinois, mais tout ce qu'elle fait, la Chine, elle le fait avec des caractéristiques chinoises. Ouais. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'à chaque fois qu'un pays embrassait l'économie de marché, à mesure qu'il s'enrichissait, ce pays ne pouvait pas s'empêcher de se démocratiser. Cela ne s'est pas produit avec la Chine. Au contraire, à mesure qu'elle s'enrichit, la Chine a entrepris de renforcer son autoritarisme. Toutes les sciences sociales occidentales, depuis Max Weber, ont fait des prédictions qui n'ont pas été réalisées dans le cas de la Chine. Par exemple, l'éminent sociologue allemand Max Weber a dit que le confucianisme, qui est, si vous voulez, l'une des pensées dominantes en Chine, était incompatible avec le capitalisme. Qu'est-ce qu'on a remarqué au cours des dernières années, Jean-Ernest? Eh bien, la Chine a été l'économie la plus florissante au monde et elle a pu comprimer en l'espace de 3 décennies des retards qu'elle avait accumulés et qu'aucune puissance occidentale n'avait fait au moment de l'avènement de la modernité. Et tout ça en grande partie parce que c'est un pays qui a une pratique totalitaire ou en pratiquant le totalitarisme, qui a refusé de réévaluer sa monnaie. Mais là, tu mets le doigt, Jean-Ernest, sur un point important. Qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, on a dit effectivement que il fallait que les pays se démocratisent complètement, ouvrent leurs frontières, etc. Et que l'État se désengage de l'économie nationale. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Eh bien, un pays comme la Russie, l'Union soviétique, quand elle a embrassé à la mode occidentale, à la façon occidentale, l'économie de marché, c'était l'effondrement. Des pays comme l'Argentine, etc. On a plein d'exemples. Les exemples sont légion où que vous vous rendiez. La Chine a fait le contraire et on a donné raison. La Chine a démontré qu'elle avait raison puisque la Chine a réussi au moment où l'Occident est entré dans une... Et Max Weber avait tort. Malheur à ceux qui citent ces grands experts qui sont passés à l'Orient depuis plusieurs années, n'est-ce pas? Mais lui est mort seulement dans les années 1920, je crois, n'est-ce pas? Oui. Et on cite encore Weber. Moi, j'aime l'appeler Weber. Mais quand même, la Chine a prouvé effectivement
Tu l'as bien fait, cette démonstration un pays totalitaire peut réussir avec un système capitaliste. Merci, professeur, pour ce cours. Là, en 2 secondes, Jean-Ernest, là où l'on nous annonçait la fin de l'histoire en Occident, c'est-à-dire en nous disant que seule était possible la combinaison entre l'économie de marché et la démocratie libérale. Absolument. Non, il y avait une autre alternative. Et ça, je te l'accorde. Merci beaucoup parce que je suis en train de faire du mauvais sang à Jean-Emmanuel Pierre. Merci. Merci. Merci, Rouam Chantal. À Jean-Emmanuel Pierre. Merci. Au revoir. Rouam Chantal est professeur en sciences politiques à l'école des hautes études publiques à l'université de Moncton, spécialiste aussi des questions chinoises.